Chères clientes, chers clients, bonjour, bienvenue à la vidéo-lettre de l'année 2020 de Médici, où on prend le temps justement de revenir sur ce qu'on a écrit dans notre lettre écrite qu'on vous fait parvenir dans ce courriel. La lettre cette année s'intitule « Les crises n'ont jamais de précédent ». On va voir pourquoi un peu plus tard, mais commençons par les rendements. Donc, cette année, en 2020, un portefeuille 100% en actions, donc c'est la moyenne des rendements de tous nos clients qui ont un portefeuille dont on gère les titres individuellement. Donc, en moyenne, nos clients ont fait un rendement de 11,9%. Ça se compare à un barème de 10,8%, donc une valeur ajoutée quand même modeste, mais tout de même de 1,1%. Évidemment, les rendements affichés sont après déduction des frais de gestion. Il faut mentionner aussi, si on regarde sur une période à plus long terme, donc une période de 5 ans et une période de 12 ans depuis la création de Médici, la valeur ajoutée est quand même considérable. Donc, on a 3,1% de valeur ajoutée annualisée sur les 5 dernières années et 5% de valeur ajoutée annuelle, encore une fois, sur les 12 dernières années. Il faut dire cependant que sur 12 ans, les 2 premières années, en 2009 et 2010, le rendement qu'on a obtenu n'était pas avec un portefeuille 100% en actions. Il y avait un peu d'obligations dans le portefeuille et c'est reflété aussi dans le barème pour ces 2 années-là. Si on regarde du côté des titres à revenus fixes, donc un barème 50-50, 50% en revenus fixes, 50% en actions, le barème a été de 9,7% de rendement, alors qu'on estime avoir fait en moyenne 7,2%. Donc, c'est un rendement en dessous du barème cette année au niveau d'un portefeuille équilibré et on va expliquer plus tard la sous-performance. Pour vous donner une idée en valeur monétaire, parce que des fois, des pourcentages, c'est peut-être un peu difficile à calculer, surtout quand il s'agit de rendements composés. Sur les 12 dernières années, un portefeuille chez Médici de 500 000 $ au départ, aujourd'hui aurait une valeur de 3,14 millions. Alors que le même portefeuille, s'il avait été investi dans le barème, donc la moitié la bourse américaine ramenée en dollars canadiens, l'autre moitié la bourse canadienne, ce portefeuille-là aujourd'hui aurait une valeur de 1,85 million de dollars. Donc c'est une valeur ajoutée de presque 1,3 million de dollars. Donc, ça peut sembler pas des gros pourcentages de valeur ajoutée, mais cumulé sur 12 ans, ça peut faire une énorme différence. On va prendre un instant pour revenir sur les principes de base de Médici et les facteurs d'adhésion. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux de vous accueillir parmi nous? Donc, en termes de principes, on a 3 principes chez Médici. Il y a la transparence, donc on a des communications régulières avec vous, on veut que vous compreniez dans quoi on a investi pour votre portefeuille, pour votre argent. Il n'y a pas de frais cachés et on est à la fois le conseiller et le gestionnaire. Donc, on pense que, deuxième principe, ça nous rend beaucoup plus imputable d'agir comme ça. Vous nous payez directement pour les services de gestionnaire et de conseiller. On n'a pas personne d'autre qui nous paye là, pour vous offrir des services. Vous êtes notre seul maître. Puis au niveau de l'imputabilité, on investit dans les mêmes entreprises que vous. Donc, nos portefeuilles personnels, là, on achète les mêmes entreprises. Ce qui fait qu'on a toutes les raisons de mettre tous les efforts possibles pour faire les meilleurs rendements que possible. Et le troisième point dans nos principes de base, c'est notre approche personnalisée. On prend le temps de vous rencontrer individuellement à chaque année. Puis lorsque vous nous appelez, je veux dire, vous parlez, on fait tout en notre possible pour que vous parliez à quelqu'un très rapidement. Puis chez nous, il n'y a pas de silo. Je veux dire, si vous parlez à une personne, vous pouvez parler à une autre personne aussi. Je veux dire, on combine toutes nos forces ensemble pour vous donner le meilleur service possible. Donc, il n'y a pas un client qui va seulement s'occuper, un conseiller qui va seulement s'occuper de vous, finalement. Au niveau des facteurs d'adhésion, donc, qu'est-ce qu'on demande justement à nos clients de respecter? 1,
On vous demande de prendre un peu de temps pour lire nos lettres, pour s'informer de notre stratégie, parce que votre compréhension va vous aider à mieux traverser justement les périodes de turbulence comme celles qu'on a vécues cette année. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous risquez de paniquer, puis ça pourrait vous coûter cher. Le coût de la panique est très élevé en bourse. Le deuxième facteur d'adhésion, on vous demande une transparence aussi bonne que celle qu'on vous donne quand on communique avec vous. Donc, c'est important de nous communiquer les faits saillants de votre situation financière pour qu'on arrive à bien vous donner des bons conseils. Mais c'est aussi très important d'être honnête par rapport à votre tolérance à la volatilité. Quand on vit dans une époque où les marchés sont instables, si vous cherchez à nous cacher que vous trouvez ça absolument désagréable, mais ça se peut qu'on arrive à une mauvaise recommandation de répartition d'actifs pour vous. Donc, c'est vraiment important d'être transparent puis de prendre le temps nécessaire avec nous pour qu'on puisse bien vous connaître. Troisième point, bien évidemment, votre patience est requise. Vous le savez, on n'embarque pas vraiment dans les modes. On n'a pas investi dans la légalisation de la marijuana. On n'investit pas dans les lingots d'or. On n'a pas embarqué dans les crypto-monnaies non plus. Donc, souvent, il y a des modes qui font que certains secteurs de la bourse s'emballent. Et on est très, très, très récalcitrant à y embarquer, à y prendre part. Ce qui fait en sorte qu'il y a des années où on va sous-performer. Et depuis 12 ans, c'est arrivé une année sur 4. Donc, ça va arriver, ça va continuer d'arriver, puis il faut l'accepter. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une bonne valeur ajoutée, mais sur le long terme, sur des périodes de 5 ans et plus. Quatrième point, on n'est pas capable de prédire les crises. La pandémie est un superbe exemple. Qui aurait pu le prédire? On ne cherche pas à les prédire, on ne cherche pas à tout vendre le portefeuille parce qu'il pourrait avoir une crise demain matin. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère constamment comme si demain, il y avait une crise. Donc, on s'assure d'avoir la bonne stratégie en permanence pour se prémunir d'une crise éventuelle. Et le cinquième point, et ça s'explique naturellement par les 4 points précédents, on vous demande de nous évaluer à long terme, donc sur une période de 5 ans et plus. Si vous nous demandez de surperformer le marché sur des périodes de 3 mois, alors qu'on n'embarque pas dans les modes, je veux dire, on ne sera pas capable. Nous, on essaye de créer de la valeur à long terme. Alors voilà pour les facteurs d'adhésion. On va entrer au cœur de la lettre. Donc, le premier sujet qu'on aborde avec vous dans la lettre, c'est que, justement, les crises, elles n'ont jamais de précédent. Parce que c'est une phrase qui nous a été mentionnée beaucoup au mois de mars, que la pandémie actuelle était sans précédent. Et donc, comme c'est sans précédent, il faut prendre des mesures qui sont tout à fait différentes de ce qu'on aurait pris, par exemple, dans d'autres crises. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir à propos de ça, ben, on n'est pas d'accord, en fait. Toutes les crises sont sans précédent. Et vous voyez des exemples ici. Bon, la bulle technologique au tournant des années 2000, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que c'était une crise sans précédent. Les niveaux d'évaluation, les PDG d'entreprises qui changeaient leur nom pour ajouter le suffixe .com à la fin de leur nom, puis qui étaient bonifiés d'une évaluation boursière énorme, là, à 100 fois les revenus. Le bug de l'an 2000, c'est tous des facteurs qui étaient sans précédent. On n'a jamais vu ça avant. Puis n'importe qui dans cette crise-là aurait pu dire « Wow, OK, c'est sans précédent, il faut prendre des mesures. La révolution d'Internet, il faut prendre des mesures sans précédent aussi. » Puis finalement, ben, la bourse était surévaluée, la bulle a fini par exploser. Puis ben, ceux qui ont accepté de payer une évaluation sans précédent parce que c'était Internet puis c'est la révolution, ben, ils ont accusé des pertes importantes. Même chose lors de la crise financière. On l'a vu, les États-Unis, c'est loin d'être un pays socialiste ou en voie de développement. Puis même eux, ils ont dû sauver des banques, avoir des plans de sauvetage massifs. C'était sans précédent. Lehman Brothers qui fait faillite, Bear Stearns qui est acheté pour une bouchée de pain par JP Morgan. Il y a plein de facteurs. Écoutez, les gens disaient que c'était la fin du capitalisme, que c'est la fin d'une ère. C'était sans précédent, je veux dire. Puis, ben, bon an, mal an, la personne qui a gardé son calme a pu, justement, avoir un rendement raisonnable. C'est la même chose cette année avec la pandémie. C'est sans précédent. Effectivement, on pense à certains détaillants qui ont dû fermer leurs portes
pendant plusieurs semaines, un détaillant qui n'a plus aucun revenu pendant 3, 4, 5 semaines, c'est vraiment pas évident. Là. Les revenus, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre pour que l'entreprise puisse survivre. Et la dernière pandémie remonte à il y a 100 ans, alors que la situation économique et les paramètres étaient tout à fait différents à ce moment-là. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas de téléphonie, peu importe. Donc, encore une fois, c'était sans précédent. Donc, notre message aujourd'hui, c'est de vous dire qu'à chaque crise, il y a de l'incertitude. Puis, il faut apprendre à accepter cette incertitude-là. Chaque crise va avoir des choses, puis même nous, là, on ne sait pas tout là, quand il y a une crise, mais il faut apprendre à accepter cette chose-là, puis à penser que la société humaine dans laquelle on vit va trouver des solutions et va sortir plus forte de chacune des crises et va apprendre de ça. Et donc, quand on garde ça en tête, ça aide à garder notre calme. Et on a aucune de nos entreprises, pendant la pandémie, là, c'est facile à dire, on peut faire le post-mortem, là, même si ce n'est pas tout à fait fini, mais il n'y a aucune de nos entreprises qui est passée près de faire faillite, que ce soit dans les actions ou les revenus fixes. Mais même si on était très confiant de la qualité des titres détenus en portefeuille, ce qui était important pour nous au mois de mars, c'était de vous le communiquer, parce que vous ne le savez pas nécessairement. Et donc, notre but, c'était de vous transmettre la confiance qu'on avait en nos entreprises pour aider votre système rationnel à prendre le dessus sur votre système émotionnel. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs sorties. Là. À partir du 10 mars, personnellement, moi, je suis allé à une émission de radio, Radio-Canada à première chaîne le 10 mars. Ma collègue Karine Turcotte est allée à RDI Matin le 13 mars. Carl Simard, notre président, a fait une présentation le 19 mars, justement pour parler de la situation, une présentation qu'on a mise en ligne. Toute l'équipe, puis là, je ne veux pas oublier de nom, là, mais Yannick, Eddie, Karine, Philippe, Tania, Christine, toute l'équipe, Carl Benjamin, ils ont pris le temps de répondre à vos questions rapidement lorsque vous nous avez appelés, lorsque vous nous avez envoyé un courriel. On a mis sur pied une foire aux questions, on a rédigé une lettre trimestrielle en avance sur notre échéancier habituel. Donc, le 31 mars, vous aviez déjà votre lettre trimestrielle où on faisait un tour d'horizon de toutes les entreprises. Donc, on a pris beaucoup d'actions justement pour vous rassurer parce qu'au final, gérer des portefeuilles, c'est pas simplement gérer une poignée de titres échangés en bourse. C'est aussi de gérer la situation familiale des ménages. Et si on fait tout ce travail-là pour sélectionner des bonnes entreprises, mais que ce travail-là est sapé par une vente de feu, une panique au mauvais moment, vous n'obtiendrez pas des bons rendements. Alors, c'est important pour nous de mettre en place justement une équipe qui allait communiquer, qui allait être très transparente pendant la crise. Puis, la très, très, très forte majorité d'entre vous avez entendu l'appel, puis vous avez gardé votre calme. Puis, pour vous donner une idée, la personne qui n'aurait pas gardé son calme, du haut au bas, de janvier au pire au mois de mars, les marchés boursiers canadiens et américains en moyenne ont perdu 32%. Donc, sur un portefeuille de 1 million de dollars, c'est 320 000 dollars qui sont perdus à tout jamais pour la personne qui a paniqué. 320 000 dollars, ça peut être un projet de maison, ça peut chambouler un projet de retraite, ça peut nuire à un héritage, quelqu'un qui veut passer sa fortune à la prochaine génération. Donc, ça change des plans, puis le coût de paniquer, il est très concret lorsqu'on le voit après une crise, et c'est pas différent lors de cette pandémie. Donc, ce qui nous rassure, là, c'est vraiment les communications régulières, notre stratégie centrée sur la performance économique supérieure, sur l'identification d'avantages concurrentiels de nos entreprises, sur une gouvernance qui est exemplaire, puis payer un prix qui est raisonnable. Lorsqu'on fait ça, là, on est très confiant qu'on va bien faire malgré les crises. L'autre enjeu dont on veut vous parler dans cette lettre, c'est l'impact des faibles taux d'intérêt sur les actions. Donc, on a parlé souvent de l'impact des faibles taux d'intérêt sur les titres à revenus fixes, les obligations, mais on en a peu parlé sur les actions.
Il faut dire que lorsque les taux d'intérêt baissent, les actions tendent à prendre de la valeur. Bon, imaginez un exemple hypothétique, là, vous êtes un investisseur et vous pouvez emprunter à 5 % d'intérêt pour espérer faire un rendement de 10 % sur des actions. Donc, vous faites ça, vous empruntez à 5 %, vous investissez à 10 % et là, du jour au lendemain, les taux d'intérêt baissent à 1 %. Donc là, vous pouvez faire un emprunt à 1 % puis investir avec un rendement espéré de 10 %. Donc, l'écart est beaucoup plus grand. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que tous les investisseurs, ou beaucoup d'investisseurs, se mettent à emprunter davantage pour investir et la valeur des actions augmente. Qu'est-ce qui arrive quand le prix à payer augmente? Bien, le retour sur investissement est plus faible. Et c'est ce qui arrive depuis les années 80. Vous voyez ici, ça, c'est les taux d'intérêt des bons du Trésor américain depuis les années 80. Donc, ils sont passés d'à peu près 12 % et aujourd'hui, ils sont pratiquement à zéro. Ce qui fait en sorte que ça a été très bon pour les actions sur une période de 40 ans. Mais le rendement qu'on peut espérer aujourd'hui sur les actions n'est pas aussi élevé qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans même. Et donc, nous, chez Médici, on a toujours évalué des entreprises avec la perspective de réaliser un rendement d'entre 10 et 12 % par année. Donc, si on est confiant qu'on peut faire ce rendement-là, on était prêt à acheter les actions de la société. Et là, ce qui arrive avec les taux d'intérêt tellement bas, c'est qu'on doit revoir à la baisse ce taux de rendement espéré-là. Parce que si on ne le fait pas, si on dit qu'on continue de vouloir du 10 à 12 % alors que les taux d'intérêt sont aussi bas, on va s'obliger d'acheter des actions d'entreprise qui ont un niveau de risque beaucoup plus élevé que ce qu'on souhaite avoir dans votre portefeuille. Je veux dire, on gère, pour la plupart d'entre vous, on gère la majorité de vos actifs, puis c'est des actifs que vous avez besoin pour votre retraite, là. Donc, c'est pas de l'argent discrétionnaire là, qui vous sera peut-être jamais utile, là. C'est de la vraie argent qui vous est nécessaire pour vos vieux jours, pour la plupart. Donc, on ne veut pas laisser le portefeuille, le niveau de risque du portefeuille s'agrandir. Et donc, pour nous, cette année, il fallait baisser le taux de rendement espéré. Donc, on vise maintenant un taux de rendement espéré autour de 9 %. On s'assure que les entreprises ont de très bonne qualité, un bon bilan. Des fois même, on peut viser du 8 %. Et si vous regardez les normes de l'Institut québécois de planification financière, eux autres, ils parlent selon leurs normes de projection, d'un rendement sur les actions de 6 à 7 %. Donc, on structure quand même nos choses pour faire mieux que le marché, mais il ne faut pas coûte que coûte maintenir nos espérances de rendement à un niveau qui est excessivement élevé, au risque de vous faire prendre justement trop de risques. Donc, voilà pour le segment de l'impact des faibles taux d'intérêt sur vos actions. Passons au niveau du portefeuille d'actions. Donc, on va aller quand même rapidement. On a détenu pendant l'année, on détient présentement une vingtaine de titres en portefeuille. Pendant l'année, il y en a 16 qu'on a détenus toute l'année. Sur ces 16-là, il y a 6 titres qui ont généré un rendement en bourse de plus de 25 % et un seul qui a généré un rendement négatif. On estime que nos entreprises, en moyenne, ont pris une valeur, et ça, c'est vraiment selon nos estimés économiques, ont pris une valeur d'à peu près 15 %, ce qui est franchement très satisfaisant. Puis vous avez vu plus tôt que le rendement qu'on a obtenu pour un portefeuille 100 % actions est de 11,9. Donc, on est dans les mêmes eaux. Puis environ 40 % de cette hausse-là de 15 %, donc environ 6 % est explicable par la baisse de notre taux de rendement espéré, et 60 % explicable par la bonne performance économique de nos entreprises, malgré la pandémie. Dans la lettre, on passe en revue plusieurs bons coups et moins bons coups qu'on aurait fait. Donc, on va en souligner rapidement 2. Le premier, c'est plus un mauvais coup, c'est notre investissement dans Wells Fargo qu'on a fait en 2019 et dont on a vendu nos actions pas longtemps après le pire de la pandémie, donc probablement en avril. On a accusé une perte de 40 % et on peut dire aujourd'hui que ça a été une erreur. En fait, c'est que les événements, Wells Fargo, vous le savez, a connu beaucoup de problèmes liés à des scandales et les régulateurs lui ont mis un plafond sur les actifs qu'elle pouvait posséder à son bilan.
Et avec ce plafond-là, ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que la demande pour des prêts aux États-Unis et partout dans le monde, elle a augmenté dramatiquement. Mais Wells Fargo ayant ce plafond-là au-dessus de sa tête, elle n'a pas pu faire plus de prêts, elle n'a pas pu bénéficier de ça, alors que ses concurrents ont gagné des parts de marché sur elle. Et nous, on pensait en investissant en 2019 que le plafond allait être retiré quand même bientôt. Et encore aujourd'hui, la banque doit encore composer avec un plafond. Donc, voyant que la performance économique de l'entreprise s'érodait et que le plafond n'allait pas être retiré rapidement, on a choisi de prendre notre perte. On a pris une perte fiscale, mais comme le secteur bancaire était vraiment déprimé et qu'on suit d'autres banques, on a choisi d'investir le produit de la vente dans une autre banque. Et vous verrez dans la lettre l'identité de cette autre banque-là. L'autre investissement, qui est plus un bon coup, puis on n'est pas revenu vraiment dans une lettre annuelle sur cette entreprise-là depuis 2014, puis c'est Constellation Software. Ça fait 8 ans et demi qu'on détient le titre. On a généré un rendement total de plus de 1700% sur ce titre-là depuis notre premier achat. Puis ça inclut même pas là, les dividendes. Là. Donc, c'est même pas le rendement total finalement. Le rendement total, c'est peut-être 2000%. Là, on ne l'a pas calculé avec le dividende. Puis ce qu'on retient de ça, c'est que oui, Constellation, c'est une entreprise exemplaire. On en a parlé souvent. Mais ce qu'on retient de ça, c'est qu'il est arrivé à plusieurs moments durant cette période-là de 8 ans et demi que le titre pouvait sembler cher un peu et on aurait pu le vendre. Et comme l'entreprise était, selon nous, franchement exceptionnelle là, à tous les égards, là, à tous les points de notre stratégie, on l'a conservé. Puis on a été récompensé par un superbe rendement. Puis d'avoir la discipline de le conserver, ça nous donne une leçon que lorsqu'on a vraiment une bonne entreprise en portefeuille, il faut tolérer justement une évaluation plus généreuse pour laisser justement ces grands gagnants-là avoir un impact significatif dans votre portefeuille. Donc, je dirais ça, c'est un bon coup qu'on a fait au fil des ans. Au niveau du portefeuille de revenus fixes, bon, on l'a mentionné tantôt, on a sous-performé le barème. On estime pour un portefeuille 100% en revenus fixes, là, seulement la partie revenus fixes, on estime avoir sous-performé d'un peu plus de 6% le barème, l'indice qu'on suit, qui est le XBB, qui a généré 8,6% de rendement cette année. Un des facteurs, c'est que nos échéances sur nos titres sont relativement faibles alors que les taux d'intérêt ont baissé. Et lorsque les taux d'intérêt baissent, les obligations, particulièrement celles à long terme, tendent à prendre beaucoup de valeur. Alors, c'est ce qui est arrivé avec le portefeuille. Comme on n'a pas bénéficié autant de la baisse des taux que l'indice. Et le portefeuille était positionné pour une hausse de taux, donc on était flexible à la hausse et c'est pas ce qui est arrivé malheureusement. On trouvait que les taux d'intérêt étaient déjà extrêmement bas et donc c'était une bonne stratégie de se positionner pour une hausse de taux. Puis c'est l'inverse qui est arrivé en raison d'une pandémie inattendue. Puis il y a aussi le fait qu'on détient certaines actions privilégiées à taux flottant. Donc, quand le taux est flottant, si les taux d'intérêt baissent, le titre baisse presque instantanément. Donc, ces deux facteurs-là ont pesé sur notre rendement. Bon, tout de même, le portefeuille de revenus fixes a eu un rendement positif. Il n'y a aucun de nos émetteurs qui est passé près de faire faillite, là. Donc, le taux de mortalité a été nul. Et je dirais que notre souhait est de générer une meilleure stabilité dans le portefeuille. La poursuite du rendement dans les revenus fixes doit être relativisée avec la stabilité et on s'assure d'avoir une quantité assez raisonnable d'émetteurs de plus haute qualité dans le portefeuille pour que le portefeuille soit plus stable, justement, qu'il soit une source de stabilité. Ce qui a peut-être été moins le cas durant la pandémie, là, plusieurs d'entre vous nous l'ont fait remarquer. Donc, on s'assure en ce moment même et on s'est assuré depuis quelques mois de faire ces ajustements-là. Évidemment, on veut continuer à battre à long terme le marché par rapport à l'indice. Ça reste notre objectif, mais avec un objectif de stabilité. Dans notre lettre,
fait vraiment le tour de tous les titres, toutes les actions que vous détenez en portefeuille. Donc, des faits saillants de ce qui est arrivé cette année. Donc, on vous laisse le soin d'aller lire cette partie-là parce que franchement, c'est fastidieux. Il y a peut-être des titres en particulier sur lesquels vous voulez lire. Donc, vous pouvez y aller à sélectionner les entreprises pour lesquelles vous voulez plus d'informations ou vous pouvez lire l'ensemble. C'est vraiment comme vous voulez. Et pour terminer, il y a peut-être quelques nouvelles là, dont on voudrait parler. Bon, il y a Amélie Babcock qui s'est joint à l'équipe à la fin de l'été. Avec Christine, elle est responsable de répondre efficacement à vos demandes, généralement les demandes d'ordre administratif. Et bon, elle a eu des fonctions similaires là, auprès d'employeurs précédents dans l'industrie des services financiers. Donc, elle a une bonne expérience avec la clientèle privée. Donc, on est vraiment content de l'accueillir dans l'équipe. Bienvenue, Amélie. Et puis ben, on a très hâte que vous ayez la chance de lui parler éventuellement. L'autre point, c'est qu'on s'en vient en mars, si tout va bien, avec un sondage de satisfaction. Vous savez, on fait périodiquement des sondages de satisfaction pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, pour savoir avoir votre rétroaction justement sur les actions qu'on porte, que ce soit du côté investissement ou du côté du service à la clientèle. Donc, ben, chers clients, on vous invite à y participer le plus possible pour nous aider justement à mieux vous servir. Donc, vous devriez recevoir ça dans quelques mois. Et le troisième point, c'est au niveau de Boyd. Donc, c'est un rappel. Boyd, le 1er janvier 2020, s'est converti d'une fiducie à une société par action. Il y a un impact fiscal important lié à ça. Vous devriez avoir un paiement d'impôt à faire lorsque vous ferez vos impôts là, au mois de mars ou avril. Donc, c'est à prévoir. Bon, certains détenaient des actions de Boyd dans vos comptes enregistrés, donc ça, il n'y a pas d'impact fiscal, mais pour ceux qui ont des comptes imposables, vérifiez ça, il y a une facture fiscale qui s'en vient. Puis c'est une facture fiscale qui est le résultat d'un très bon rendement obtenu, donc malheureusement, ben, la mort et les impôts sont les deux seules choses de certaines dans la vie, puis là, ben, on doit payer de l'impôt en raison d'un très bon rendement. Alors, ben, toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. Merci beaucoup pour votre confiance. On sait que ça n'a pas été une année facile. Malgré tout, ben, les rendements sont au rendez-vous. Donc, du point de vue humain, année difficile, mais au moins, votre portefeuille a eu une performance qui est intéressante. On veut vous souhaiter une bonne année 2021, puis vraiment, on espère qu'au niveau social, la pandémie va être rapidement derrière nous, puis qu'on va pouvoir justement se voir en personne, puis se parler avec des moyens autres que virtuels. Donc, au nom de toute l'équipe, merci pour votre confiance, bonne année, et on se reparle pour la vidéolette de l'an prochain. Merci, au revoir.